Antonini, il y a un bout là qui est pas. Venez groupir là. Un peuple qui chante ne sera jamais vaincu. Faudrait juste qu'il chante. Dominique Sopo, bonjour. 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. En ce moment, on se demande si le Parlement aura assez de voix pour passer ou pas. En tout cas, ce sera ric-rac dans un sens comme dans l'autre. Quelle est votre vision, vous, à quelques heures du vote sur ce texte ? En tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est que le texte ne soit pas adopté par l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait pas de majorité et que le gouvernement ne déclenche pas le 49.3. C'est une réforme qui est extrêmement impopulaire et cette volonté de passer en force sur cette réforme qui fera des perdants, qui crée beaucoup de ressentiments, qui n'a pas été prise dans la concertation, qui a quand même réussi l'exploit de créer un front syndical inédit qui va de Solidaire à la CFE-CGC. En fait, on ne peut pas jouer avec le feu et on ne peut pas aller à ce point dans une forme de brutalisation du corps social dont on sait par ailleurs qu'elle risque de favoriser le vote d'extrême droite, malheureusement, en 2027. Donc je pense qu'on est sur un gouvernement qui se comporte comme un ensemble d'apprentis sorciers et qu'il serait bien inspiré d'arrêter les frais. Et si ce texte passe, beaucoup appellent aujourd'hui à un mouvement encore plus dur pour faire pression, pourquoi pas, sur le Conseil constitutionnel, si tant est qu'on puisse le faire. Vous appelez de vos voeux à la poursuite du mouvement en cas de passage du texte au Parlement cette semaine ? Écoutez, je pense que c'est une question qui se pose avant tout aux syndicats. On verra la stratégie qu'ils déploient à l'issue de la séquence de vote. Ils ont l'air motivés, les syndicats. Comment dire, moi aussi je suis motivé. Donc, mais je pense qu'il faut que tout cela se fasse dans la concertation et que surtout l'unité du front syndical soit maintenue parce que c'est aussi ce qui a donné de la force au mouvement. Il n'y a pas de risque de fragmentation à cette heure, à l'heure où nous parlons de l'unité syndicale. Elle est toujours, cette unité est toujours là, forte, tout le monde est uni. J'ai l'impression, après la fracture de l'unité, l'unité est toujours menacée de fracture. Après c'est la responsabilité des uns et des autres de savoir continuer à marcher de façon unitaire pour faire échec à cette réforme, soit au moment du vote à l'Assemblée, soit effectivement en étant dans une ambiance et dans des stratégies qui feraient que le Conseil constitutionnel pourrait avoir quelque chose à dire sur cette réforme qui finalement aura été votée dans le cadre d'un débat parlementaire particulièrement contraint et croupion. Merci. Bonjour monsieur, nous sommes une 8e fois à une manifestation contre la réforme des retraites. Pourquoi êtes-vous là vous-même aujourd'hui ? Moi je suis retraité, moi-même. Depuis combien de temps ? Depuis 2 mois. Et donc ce qui se passe est inadmissible évidemment. Mais ça c'est la faute des Français aussi, des citoyens français. Moi je reproche aux 14 millions de Français qui se sont abstenus au premier tour des présidentielles, qui ne sont pas allés voter. Et voilà où on en est.
C'est tout, ça s'arrête là. Il y a 26% des gens qui ne sont pas allés voter au premier tour et ça c'est une catastrophe. Alors comment fait-on maintenant? Maintenant, je pense qu'il va y avoir des grèves, des mouvements, il faut continuer le combat. Oui, parce que Moi, je serai à l'Assemblée nationale, j'irai puisqu'il y aura quelque chose à l'Assemblée nationale de très important. Mais malheureusement, je pense que ça va passer. alors on n'est pas très sûr. A priori, ça passerait ric-et-rac dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ça va être très compliqué, surtout qu'il ne faut pas d'abstention à l'Assemblée nationale. Parce que sinon, une abstention, c'est comme si c'était oui. Alors il faut mettre la pression sur l'Assemblée nationale. Beaucoup de gens disent ce matin que même si le texte passe, la pression de la rue va continuer, les grèves vont continuer. Vous le pensez aussi? Vous appelez ça de vos voeux? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je pense qu'à un moment donné, peut-être que Macron va réfléchir cette nuit ou les prochaines nuits, et puis il va siffler la fin de la partie. Vous voyez, il ne l'a pas fait, ça fait des semaines que le gouvernement ne recule sur quasiment rien. Ils sont droits dans leurs bottes, si on peut reprendre une expression usitée. C'est vrai, mais il voit bien que son gouvernement n'est pas du tout à la hauteur de cette réforme. Parce qu'une réforme des retraites, c'est quand même plus important, très important. Ça touche des millions de salariés. Donc, à mon avis, il va peut-être siffler la fin de la partie. Il va peut-être dire, bon, on arrête tout, on recommence tout à zéro et on revoit. Vous pensez que le gouvernement, beaucoup le disent, puisse sauter dans quelques jours, à la fin des débats parlementaires? Je pense que Borne va sauter, certainement. Ce serait quoi, infusible ou... On ne sait pas, ça dépendra, tout dépend de l'Assemblée nationale. Tout dépend, puisqu'il y a une motion de censure, je crois, qui va être... on ne sait jamais. On ne sait jamais, Borne, samedi, elle n'est plus là. Mais revenons au projet. Si le projet passe, Emmanuel Macron ne craint rien, il est encore là pour 3 ans, 4 ans, pardon. Il est là pour 4 ans, il faut que ça peut changer. Ben, ça ne changera rien du tout. Lui, il sera content, il aura fait sa petite réforme, et puis après, il nous lâchera peut-être un petit peu la grappe. Vous-même, vous êtes prêt à vous mobiliser encore? Beaucoup appellent aussi aujourd'hui à continuer le mouvement, à amplifier les grèves dès le passage de la réforme. Vous allez continuer vous-même? Je pense qu'il faut amplifier les mouvements. Le mouvement doit être amplifié. Bon, il n'y a pas trop de monde aujourd'hui, il y a un petit peu de monde, ça commence à s'estomper. Mais je pense que les grèves et tout ça, ça peut être profitable à cette non-réforme, l'abrogation de cette réforme. Enfin, elle n'est pas votée de toute façon. Bonjour monsieur, 8e journée de mobilisation, vous êtes là comme beaucoup de gens dans toute la France. Comment ça se passe pour vous? Nous ça se passe bien, on ne lâchera pas. Ça peut faire 8 jours, 10 jours, 15 jours, on sera là, on ne lâchera pas. Il faut juste se dire une chose, c'est que si nous, on arrête, de toute façon, derrière on perd notre travail. Moi, ça ne sert plus à rien que je continue à travailler chez Enedis si la réforme elle passe telle qu'elle est écrite comme ça. Alors vous savez que la réforme risque de passer dans les jours qui viennent, soit par le vote normal, soit par le 49.3, mais depuis ce matin, beaucoup de gens disent que même si la loi passe, on va continuer la lutte. Vous êtes sur la même ligne? Oui, c'est pas... Nous, on ne manifeste pas ou on ne se mobilise pas pour ne pas qu'elle passe. C'est contre la réforme. Donc qu'elle soit passée ou pas passée, on luttera pareil. Et encore plus quand elle sera passée, si elle passe. Qu'est-ce que vous pensez du gouvernement de Mme Borne? Beaucoup disent aussi que si c'est difficile au Parlement, elle risque de sauter d'ici la fin de semaine. Vous y croyez, vous? Je pense qu'elle a dépassé les bornes, justement. Donc, et nous aussi, on est bornés. Donc il faut vraiment qu'elle se calme. Je pense que c'est encore le temps de la négociation et des discussions. Nous, on a demandé, on a fait les pas, on a fait les démarches. Je pense que depuis le début, on a des comportements exemplaires. Eux, ils veulent insister et accélérer. Ils ont tout fait en prenant les différents articles pour accélérer, diminuer au maximum les discussions, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Nous aussi, on va accélérer. Alors, on va suivre son chemin. C'est notre exemple, donc on va suivre son exemple. Vous militez vous-même pour un départ à la retraite à quel âge? Moi, je milite pour un départ à la retraite à l'âge qu'il est convenu ici. On nous parle que... on n'arrête pas de nous dire que les autres pays dans l'Union européenne, c'est plus vieux. Mais on est quand même le... Par contre, ils ne disent pas qu'on est le seul pays où on paye le plus d'impôts et le plus de taxes, quoi. Donc, en contrepartie, c'est peut-être un peu plus normal aussi qu'on parte un peu plus tôt. Donc, pour moi, l'âge de la retraite, il est raisonnable. À 62 ans, c'est raisonnable.
Moi à côté aussi, je suis pompier volontaire, j'ai des collègues qui sont pompiers, je ne les vois pas à 64 ans monter en haut d'une échelle. Ils vont monter, faire un sauvetage, c'est le monsieur qui vont aller sauver, qui vont les descendre les pompiers. Et dans votre métier, dans votre boîte à Enedis, ça se passe comment? 64 ans, c'est difficile pour la majorité des personnes qui travaillent sur le terrain? Vous savez, moi j'ai 35 ans, j'ai déjà eu un cancer il y a 2 ans. Donc déjà c'est déjà très compliqué. On fait des astreintes où des fois on sort, on a des heures supplémentaires qui s'étalent, on dépasse les 50 heures d'heures supplémentaires à la semaine. On nous réveille 3-4 fois la nuit. On remonte des poteaux, on monte en des poteaux, on tire sur des lignes. C'est usant, c'est fatigant. Dans tous les métiers, il y a des pénibilités. Il faut les prendre en compte. À 62 ans, pour moi, c'est un âge où on a mérité de pouvoir se reposer et profiter de la retraite. Ça a été prouvé que les meilleurs âges pour profiter de la retraite, c'est de 62 à 64 ans. Et ils vont nous les voler et on ne veut pas se les faire voler. Et actuellement, des techniciens Enedis, jusqu'à l'âge de la retraite, montent au poteau. Je veux dire, il n'y a pas de reclassement interne. Il peut y avoir des reclassements, Après, il y a aussi, selon la visite médicale, il y a des contre-indications médicales. Donc, il peut y avoir des postes aménagés. Mais j'ai vu, et on connaît des techniciens qui sont à 60 ans, qui continuent à monter en haut du poteau et qui nous apprennent à comment monter au poteau. Parce qu'il n'y a pas à chier, c'est les anciens qui nous apprennent le boulot. Mais si cette réforme-là, il n'y a plus personne. Nous, demain, il n'y a plus d'intérêt à travailler chez Enedis. On perd trop de... Vous savez que nous, on est payé 1 200 € net si on nous enlève tout. Voilà. Dans le privé, nous, on se fait démarcher par le privé. C'est eux qui viennent nous démarcher parce qu'on les a tellement engraissés que maintenant, ils ont les moyens de venir nous payer. Ils nous proposent 1 500 € net de plus. Donc, vous imaginez que l'envolée de Mano qu'il va avoir dans notre entreprise, tout le monde va vouloir partir au privé. D'ici 3 ans, il n'y a plus rien à Enedis. Si cette réforme passe dans l'état actuel, il n'y a plus rien. Parce que Enedis, c'est sous quel statut? C'est une entreprise d'État? C'est une entreprise privée avec un statut de service public. Donc à l'heure actuelle, les pompiers, quand il y a un incendie dans un appartement ou dans une maison, ils font appel à nous, on se déplace. Quand les gens, il y a un disjoncteur qui tombe en panne, on se déplace. On a un rôle 100% service public. Demain, avec cette réforme, on perd tout notre statut. Je ne sais pas qui se déplacera chez eux. Ce sera peut-être des personnes dans le privé, mais là, ça sera payant du coup. Ça sera plus pareil. Les gens vont le payer. Et vous êtes prêt à continuer à vous mobiliser, même si cette mobilisation dure dans le temps, même si ça doit continuer? Et vos collègues aussi? Je viens de vous expliquer qu'on n'a rien à perdre. Si cette réforme passe telle qu'elle est là, dans tous les cas, on a tout perdu. Donc, quitte à tout perdre, on est prêt à aller au bout. Il n'y aura aucun problème. Je crois que tu avais quelque chose que tu as demandé tout à l'heure à je sais plus qui. Bravo les pompiers, vive les pompiers. Merci. Merci pour Vous êtes contente, madame, de voir les... Ah oui, super, c'est les meilleurs. C'est eux les pompiers, on adore les pompiers. Et quand on a besoin de quelqu'un, c'est eux qu'on appelle. C'est les tops. Vous êtes venu manifester quand même aujourd'hui? Bah oui, quand même. Pourquoi? Expliquez-nous. Vous êtes venu manifester aujourd'hui? Ah oui, oui. Pourquoi? Expliquez-moi, madame. Eh bien, pour la retraite. Bien sûr, pour la retraite. Parce que c'est très important. Comme ils disent si bien, la retraite à 60 ans, on s'est battu pour l'avoir. Et vous voulez la garder? Et on veut la garder. Voilà. Bon, si vous aviez un message à faire passer à Emmanuel Macron, quel serait-il? C'est une pourriture. Ah, au moins c'est clair, c'est calme. Voilà. C'est une pourriture. Nous, on voudrait qu'ils s'en aillent. Ça va plus vite encore. Qu'ils prennent le large. Qu'ils s'en aillent une fois pour toutes. Qu'ils prennent le large. Qui voilà. On en a ras-le-bol. Qui retourne en Afrique, là d'où il arrive, là, où il buvait la bière. Vous savez, il n'y avait pas longtemps qu'il était en train de boire de la bière. Et il y a du monde autour, vous voyez, personne ne l'aime. Les Français veulent qu'il parte, il faut qu'il quitte le pouvoir. Faut qu'il s'en aille. Et vous dites quoi, vous? Ce Pareil. monsieur, il faut qu'il quitte le pouvoir. Tous les Voilà. Français, ils veulent qu'il parte.
Il a encore 4 ans à faire. Non, Ouais, mais- c'est ça. non, Et mais on là, va il le est pas payer. légitime. Et on va le payer à vie. C'est ça le pire. Il a aucune légitimité. Il faudrait inventer une loi pour que tous les présidents, quand ils ont quitté le pouvoir, on ne doit plus les payer. Non, mais Parce que faut c'est faire- nous qui les non, payons. Non, ce qu'il faut faire une loi pour que le président qui soit élu, il faut qu'il ait au minimum 45% dès le premier tour pour avoir une légitimité. Sinon, il n'est pas Oui, il légitime. faut changer la Constitution pour ça, c'est Voilà. compliqué. Et il faut D'accord. changer la Constitution, il faut retirer le 49.3. Vous avez compris? Oui, bien sûr. Parce que le 49.3, c'est un article abusif. C'est-à-dire qu'il l'emploie à tout va. L'Assemblée nationale, elle n'est pas là pour utiliser le 49.3. Elle est là pour voter des lois. Vous avez compris? Il faut qu'il y ait un débat au Parlement. Sauf que là, il n'y a pas de débat. Ils votent tout avec le 49.3. Si là, elle Donc, passe quel est l'intérêt d'avoir un Parlement si on utilise à chaque fois le 49.3? Je vois Si pas. là, elle passe avec le 49.3, cette loi, ça va chauffer? Bah, je pense Les gens que seront non, mais très les gens ils mécontents. vont continuer, vous inquiétez pas, les gens ils continueront. Monsieur, bonjour. 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une réforme qui risque de passer dans les jours qui viennent, hein. On ne sait pas trop, les Républicains jouent un jeu, bon, certains veulent, d'autres ne veulent pas. Allez, si la loi passe dans quelques jours, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, ça va continuer. C'est ce que tout le monde dit ce Je pense matin. que ça va continuer. Parce que c'est un vote bizarre, justement. Les LR jouent un jeu bizarre. Tout le monde joue un jeu bizarre. Il n'y a plus de vote au Parlement. Ça va être voté peut-être, mais si ça vote, ça continuera quand même, parce que personne ne la veut. Personne ne la veut, cette réforme. Donc, Et si cette réforme ne passe pas, on dit clairement que le gouvernement Borne pourrait sauter d'ici la fin de semaine. Vous le croyez? alors, tout le monde a le droit de... Voilà, on s'est trompé, on s'est trompé. Moi, je m'en fous qu'ils arrêtent après ou pas. Le truc, c'est que ça passe pas. C'est tout. Simplement, après, bon, c'est plus légitime. Le gouvernement sera plus légitime derrière. Et si la loi est votée, elle va continuer son trajet réglementaire, législatif, elle va passer au Conseil constitutionnel. Beaucoup disent aussi aujourd'hui il faut qu'on fasse pression, si tant est qu'on puisse le faire, auprès du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire continuer à bloquer le pays pour forcer Emmanuel Macron à ne pas signer les décrets d'application. C'est possible? Ça a été déjà vu dans l'histoire. Ils ne pensent qu'économiquement de toute façon. Donc si on bloque l'économie, à force, ça va peut-être brasser, quoi. Ils vont peut-être arrêter. Mais oui, peut-être bloquer tout. Aujourd'hui, un peu moins de monde dans Paris, mais beaucoup de monde en province. Oui, mais il y en a plein qui Mais peuvent la pas mobilisation venir. est toujours Il y en a très plein forte. qui ne peuvent pas venir, justement. C'est pour ça. Ceux qui sont là, ils peuvent venir, mais il y en a plein qui ne peuvent pas venir. On représente un peu tout le monde, quoi. Bon, vous-même, vous resterez mobilisé dans la durée si ça Oui, continue. oui, mais tant que je pourrais, oui. Oui, bien sûr. Allez, un dernier mot, un petit message à Emmanuel Macron s'il vous entend. Bah, qu'il arrête d'être orgueilleux, quoi. Qu'il écoute les gens. Qu'il écoute les gens, c'est tout. C'est quoi ça? Ouais, alors ça, je m'en fous, moi. Du moment qu'il écoute les gens, après, voilà. Non, j'ai tout ça fait. Moi j'ai lâché l'affaire de gâcher ma tête quand je suis la banderole. J'ai accepté. À l'époque c'était possible. Hein. J'ai accepté ça. Ouais. Michel, bonjour. Ah, j'ai dit bonjour. 8e journée de mobilisation. La réforme risque de passer d'ici quelques jours. Mais vous êtes bien pessimiste. Ah non, là. on peut l'être un petit peu. Enfin. Bon, quelle est votre position, monsieur Roussel? Debout, toujours debout. Voilà ma position, toujours debout. Et nombreux ici, avec plein d'autres. Et rien n'est joué. Les députés ont cette réforme dans la main. Demain, ça va être un moment important, crucial. Et je me dis qu'il y a peut-être des députés de droite, centristes, qui vont se sentir concernés parce qu'une majorité de leurs électeurs ne veulent pas de cette réforme. Et peut-être qu'ils vont les écouter. Et peut-être qu'ils voteront contre. Et peut-être que ça changera tout. Et au moins, on pourra se dire qu'il y a
encore dans notre pays une droite sociale qui respecte le monde du travail. Moi, j'y crois encore. Vous lancez clairement un appel aux Républicains pour ne pas voter cette loi. Ouais, tout à fait. Bon, imaginons, la loi passe, la mobilisation continue. Ah donc beaucoup de gens mais on va toujours continuer, mais regardez tout ce monde-là. Voilà, on va tous continuer, on va jamais s'arrêter. Très bien, jamais. Je vous Salut Laurent, tu vas bien? Tu peux dégager un peu? Where's Joey? Joey qui arrive. Il a une écharpe rouge. C'est bien rouge, hein? Il était avec Laurent tout à l'heure. Les Bonjour monsieur, vous représentez quelle organisation? Je la connais pas. Alors je fais partie d'une collectif d'Américains qui réside en France. On s'appelle les Démocrates Socialistes d'Amérique, à Paris. Et en fait, on est contre l'américanisation des retraites en France. Nous, on a déjà passé par ce chemin aux États-Unis. Dans les années 80, Reagan a promis aux jeunes Américains qui avaient autour de 25 ans à cette époque-là, que les retraites existaient encore, mais qu'on allait juste reculer l'âge de retraite un peu pour permettre, pour combler un vide dans les caisses. Et du coup, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé là-bas? Alors, justement, ça ne s'est pas passé comme Reagan a promis. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour un jeune. En fait, tout le monde est obligé d'économiser de leur poche. Il n'y a pas de caisse généralisée pour les retraites aux États-Unis. Voilà, parce que depuis le début des manifestations, je pose la question à beaucoup de gens. Je leur dis, est-ce que c'est pas tout simplement la porte ouverte pour financer BlackRock, ce genre de texte, ce genre de réforme qui est mise en place? Est-ce qu'on ne va pas tout simplement forcer les gens à prendre des retraites complètes modernes parce que personne n'aura de retraite complète? Et les gens me disent bizarrement, non, on ne pense pas que c'est ça. Vous, est-ce que vous pensez que ça peut être ça, ce qui est caché derrière cette réforme? Oui, je pense que c'est juste tout à fait ça. Mais après, c'est aussi un choix que le gouvernement fait. Il y a d'autres choix qui sont possibles. Par exemple, l'évasion fiscale en France représente 80 milliards d'euros de... 100 milliards, quasiment 100 milliards maintenant. Voilà, quasiment 5 milliards. Donc du coup, ça c'est de l'argent qui est là. Et il faudra la volonté politique pour le prendre. Et donc du coup, nous, en tant qu'Américains, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait offrir en fait à nos camarades et français? C'est juste un avertissement. Ne cédez pas en fait à cette logique de libéralisation parce que c'est néfaste pour le tissu social d'un pays. Alors en France, il y a une tradition de manifestation, de contestation populaire qui est beaucoup moins ancrée aux États-Unis, nous sommes d'accord. Beaucoup de gens me disent ce matin que si la réforme des retraites passe d'ici quelques jours, elle passe je crois au Parlement demain, le mouvement va continuer. Vous le comprenez, vous en tant qu'Américain, que les gens, même au-delà d'une décision du Parlement, la mobilisation continue? Cette culture de la manifestation, c'est quelque chose que j'ai découvert quand je suis arrivé en France il y a 9 ans. Et tout à fait. Moi, je pense que les Français ont raison de se battre, que c'est en se battant en fait, qu'on arrive à se faire entendre. Donc du coup, on soutient pleinement la mobilisation et que la réforme passe ou pas, je pense que la lutte devrait continuer. C'est quoi la différence sur le dialogue social entre la France et les États-Unis pour vous? Le regard que vous avez qui est américain? Alors nous aux États-Unis, on a une culture politique et un discours public qui est beaucoup moins riche, qui a beaucoup moins de diversité. Et c'est tout simplement parce que
il existait à une époque des syndicats qui étaient combatifs, comme on a en France. Il existait une pluralité de partis politiques et le macartisme, le anticommunisme, en fait, avait énormément de mal. Même les partis se revendiquant de gauche, qui n'étaient pas du tout communistes, a été traité de communiste et exclu de l'espace du discours public et ne représente aujourd'hui que des petits groupuscules. Et donc du coup, notre organisation, le DSA, est une organisation qui est particulière parce que c'est une organisation qui regroupe plusieurs tendances idéologiques, si je puis dire ça, plusieurs idéologies de gauche pour essayer de construire une alternative. Et DSA a fait un choix stratégique de soutenir les deux campagnes de Bernie Sanders, ce qui leur a permis d'avoir une visibilité que d'autres groupes n'ont pas aujourd'hui. Donc du coup, pour pouvoir reconstruire une gauche qui est combative, nous avons besoin de travailler ensemble. Et je pense que la France est un très bon modèle pour ce qu'on pourrait faire aux États-Unis. Oui, avec un risque malgré tout de paupérisation en France de la population. Aux États-Unis, il y a une partie de la population extrêmement pauvre qui n'a pas d'aide. Est-ce que c'est pour vous ce qui nous attend ici en Europe et particulièrement dans notre pays en France? Alors en fait, je suis venu en France dans le cadre de mes études. J'ai fini ma licence aux États-Unis avec une dette de 40 000 $. Et donc du coup, c'est une dette que je continue de payer, mais je voulais poursuivre un master et je me suis rendu compte que je pouvais faire ça en France pour beaucoup moins cher. Et c'est vraiment à partir de ces moments que je me suis rendu compte que les conditions matérielles en France, même si le pays ne représente le même richesse que les États-Unis, parce que c'est un pays extrêmement riche, étaient quand même capables d'avoir un état de providence, des services publics. Donc du coup, je pense que c'est en se battant que les Français ont parvenu de garder ça. Il faut continuer de se battre. Et vous m'en avez parlé tout à l'heure. Le fait de voir des gens comme ça dans la rue défendre vos droits, ça vous touche, ça vous apporte, ça vous procure quel sentiment? Et c'est pas simplement à moi que ça touche, c'est aussi à des Américains, à des camarades, à des personnes avec qui je suis en contact aux États-Unis, qui rêvent d'une alternative, qui ont cet espoir de changement, qui voient la France, qui voient ce qui se passe en France actuellement comme étant une lueur d'espoir. Et donc du coup, je suis tout à fait dans leur côté. Et quelle alternative aux États-Unis possible? Pas les démocrates, les républicains, enfin qui peut aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez venir sur le champ politique américain qui pourrait améliorer la situation actuelle? Alors, je pense qu'aux États-Unis, on n'a pas beaucoup de choix, c'est vrai. Mon avis personnel, c'est que le seul chemin pour avancer aux États-Unis, pour aller vers un changement, c'est de reconstruire le mouvement syndical. On a besoin des syndicats qui sont combatifs, on a besoin que les personnes qui travaillent aux États-Unis se rendent compte en fait qu'ils appartiennent à une classe des travailleurs et qu'ils ont des intérêts en commun. Il faut lutter ensemble pour avoir l'espoir en fait de changer quoi que ce soit. Vous trouvez que ça se fait actuellement? Il y a des signes qui vous montreraient que des mouvements syndicaux sont en cours de formation aux États-Unis? Oui, il y a. Alors, je ne suis pas expert en fait de droit syndical aux États-Unis, donc du coup, il y a certaines choses structurelles qui sont différentes, qui fait que c'est plus difficile, par exemple, de créer un syndicat aux États-Unis qu'en France. C'est plus difficile de rejoindre un syndicat. Le droit de grève n'est pas forcément un droit aux États-Unis. Et donc, en fait, malgré tout ça, malgré tous les obstacles institutionnels et sociaux, il y en a des syndicats nouveaux qui ont été créés, par exemple dans les entrepôts Amazon, dans les boutiques Starbucks, où en fait des jeunes gens, des personnes qui sont de ma génération, voire parfois plus jeunes, se sont rendus compte qu'ils n'arrivent pas en fait à accéder à la rêve américain. Ils ont fait la fac, ils ont eu des bonnes notes et en fait ils ressortent de la fac sans travail, endettés, à devoir travailler dans les entrepôts Amazon et dans les Starbucks. Donc qu'est-ce qu'on a quand on a une population qui est très éduquée mais mal payée? Je pense que c'est une recette pour une explosion sociale. Écoutez, je vous remercie pour ces explications très claires. Et je vous souhaite une bonne manifestation puisque vous êtes aux côtés du peuple français qui manifeste contre la réforme des retraites. C'est votre première participation aujourd'hui? Vous êtes déjà venu? Non, avec DSA, on a été présent en fait en France depuis 2020 et on a fait tous les manifs depuis le premier.
Président des patrons. J'ai jamais été autant photographié. Ah oui. Weekend because I think they are the one with the boom are getting closer. Yeah, just gather something. Il est sur service militaire, il est rentré en 83 au PTT. Et quand il est rentré au PTT en 83, il a signé pour la retraite à 60 ans. Il a signé pour 37 ans et demi de cotisation. Et malheureusement, il a connu 2003, il a connu 2011, il a connu 2014, il a connu 2023. Et au mois de novembre, il part en retraite. Il espère partir en retraite, mais il va avoir 62 ans et 42 ans de cotisation. Et on lui dit quoi à Gino? On lui dit qu'il faut qu'il fasse encore 3 mois. Alors Gino, il a dit non. Aujourd'hui, je suis en manif à Paris et il invite tout le monde à descendre dans les manifs parce que la retraite à 64, ni même à 63, ni même à 62, on n'en veut pas. On veut la retraite à 60 ans. Merci Paris. Bex 2027 à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.
Expliquez-moi, monsieur, bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Pour la manifestation contre les retraites et contre tout, l'inflation, tout. Bon, qu'est-ce que vous voudriez que le gouvernement fasse pour les gens? Moi, j'espère plus rien de ce gouvernement, sinon qu'il démissionne avec le président, qui fait des promesses, du blablabla depuis 4 ans, quoi. Donc voilà, il n'y a plus de promesses à faire, il n'y a plus rien à attendre de lui, quoi. Tout ce qu'il nous a fait, c'était du blabla, quoi. C'est des petites mesurettes de temps en temps qu'il envoie pour calmer les gens. Et après, bon, voilà, quoi. Donc, vous trouvez que la situation est pire qu'en 2019, au moment du début des Gilets jaunes? Beaucoup pire. Pire. Même, comment dirais-je, même la répression, elle est beaucoup plus sauvage. Hein. Ah, c'est terrible, là. C'est vraiment... c'est au top, quoi. Pour tout, quoi. La seule solution, c'est que Macron dégage. Voilà. Et son gouvernement. Voilà. Et qu'on reprenne le risque, le référendum citoyen. Que ce soit les citoyens qui décident, parce que depuis que c'est ces gens-là, il n'y a plus de référendum. Donc ils passent les lois comme ils veulent, à leur guise, quoi. Et nous, il faut qu'on s'affirme. Voilà. Merci, monsieur. Merci. Non mais il n'est pas normal, il ne faut pas le calculer. Il ne faut pas le calculer.
encore la même erreur. Vous avez fait la même erreur. C'est battu là-bas. J'ai rien fait, je suis là dans la main. Recule, décolle derrière. Derrière, décolle.
Valeno, touchez poulet. Touchez poulet. Je t'entends pas très bien, t'es à quel niveau? Ouais, je t'écoute. Ah, je te vois, je te vois. C'est pas évident. Entrez chez vous. Allez les gars, on se met derrière la 22 là.
Tu mets pas des boucliers à la presse comme ça pour te faire plaisir, hein? Imbécile. Putain.
Faites attention, il y a une dame âgée. La violence, c'est l'État!
Engage par là, c'est bon. Pas là avec le pas de casque. Oh la bouteille, la bouteille. T'as pas de casque toi? Bah j'ai oublié. Très bon, mais eux ils sont pas habitués, je leur dis. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une... C'est un navet. Un navet. Je crois, hein. Ils ont dû choper ça. C'est les manifs écolos, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est un ananas ou ça? C'est un navet ça? Ah, il faut un ananas. Un navet. On est là. S'il vous plaît, on se décale sur le côté, s'il vous plaît. Ah oui. Chez toi, Emmanuel. Allez les électriciens, cassez-vous la gueule.
On a produit ce qu'on pouvait. Pour tous les usagers, l'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé. C'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé. C'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé. C'est un droit pour tous les usagers. On peut faire un couloir pour que les gens y passent, s'il vous plaît. Pour que les gens puissent passer, merci. S'il vous plaît, on se décale sur le côté, s'il vous plaît. J'ai trop envie de le voir pour lui parler. Si tu continues, il va faire tout noir chez toi. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé, c'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé, c'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé, c'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé, c'est un droit pour tous les usagers. Paris, Paris, Paris dans le noir. 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 Tout noir chez toi, Emmanuel Macron. Si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Emmanuel Macron. Si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Emmanuel Macron, si tu continues. Excusez-nous. Bah attends, Il a pas pris, lui. Tiens, il a pas pris, lui. Nadia, sors, Nadia, sors de là, Nadia. Nadia, sors de là. Nadia, sors de là. Nadia, putain, tu nous mets en difficulté, putain, tu nous mets en difficulté. Faites gaffe, pétard.
Putain, ils donnent des coups, quoi. C'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Vous m'envoyez que les coups d'assaut, là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, mais monsieur, c'est là. Pour la prochaine manif. Nico, viens. Ouais, je suis au niveau des... J'arrive. Je te vois. Non, mais